Effectivement, on a le plaisir d'avoir Jean Jouzel, président de Météo Climat, avec nous ce matin. Jean, c'est à vous. Merci Gilles Bousquet, merci à tous, merci, bonjour à tous et à toutes, merci Virginie, merci, alors bonjour à, disons, aussi Guillaume, à Marie-Laure Vercambre. Donc nous sommes mis, disons, cette journée scientifique est organisée et vraiment c'est un grand plaisir, d'abord avec le partenariat français pour l'eau et voilà, mais aussi en association très forte avec Météo France, Virginie, et puis bien sûr avec l'agence de bassin Adour-Garonne. Donc merci à Guillaume d'être là. Merci à vous tous. Vraiment, je suis là au titre de Météo et Climat, donc je souhaite bien sûr en particulier remercier Météo France pour l'accueil ici, vous nous accueillez, mais je souhaite aussi dire un petit mot plus spécial à toute la section Toulouse-Occitanie qui s'est impliquée dans l'organisation de cette conférence. Voilà, donc merci à vous tous, à toute l'équipe qui l'a faite, au président du conseil scientifique, Eric Servat, tous ceux qui s'y sont impliqués. Initialement, quand on regarde le programme, il s'agissait de regarder avec un regard haut les 3 rapports spéciaux du GIEC. Alors tu l'as dit Virginie, il y a maintenant ça s'est un peu élargi puisque par rapport à le décalage de la date de cette journée où nous nous retrouvons fait que nous avons le rapport du GIEC du groupe scientifique vient d'être publié. Nous en aurons d'ailleurs, je pense, un excellent compte-rendu par Valérie tout à l'heure. Ce sera la première intervention. Et simplement quelques mots dont je remercie vous, tous ceux qui se sont impliqués, je le redis encore, mais simplement quelques mots, quelques réflexions justement par rapport, par rapport à ces rapports du GIEC, à cet effort fait par notre communauté scientifique. Vraiment, la réflexion que j'ai actuellement, il m'arrive souvent de le dire, c'est que finalement, ces rapports du GIEC atteignent leur premier objectif qui pour moi, est de fournir aux décideurs scientifiques, aux décideurs politiques, les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Quand on regarde les textes, eh bien, les textes sont en adéquation. Les objectifs des pays, tels qu'ils sont affichés, sont généralement en adéquation avec le diagnostic du GIEC. Je rappelle que le GIEC ne fait pas de recommandations, mais c'est l'idée de dire les choses, que nous disions collectivement les choses, notre communauté, et que finalement, les décideurs politiques, mais aussi les décideurs économiques, portent un regard sur ce diagnostic et en tirent leurs conclusions. Par exemple, je cite souvent le cas, la neutralité carbone à horizon 2050 a été formalisée dans le rapport 1.5, donc où Valérie a joué un rôle très important. 3 ans après, 130 pays ont affiché neutralité carbone dans leurs objectifs, sous une forme ou sous une autre, bien sûr. La Chine pour 2060. Donc on peut se dire qu'on a atteint notre objectif. Malheureusement, on est loin du compte. Là où il y a un fossé, ça a déjà été évoqué, c'est entre effectivement les textes, y compris dans notre pays, et je le dis franchement, nous avons affiché neutralité carbone en horizon 2050, je ne suis pas sûr que nous en prenions le chemin, j'aimerais. C'est pas le point, mais voilà, au niveau européen, au niveau mondial, c'est affiché aussi dans l'accord de Paris, mais on voit ce fossé avec ces chiffres qui sont toujours là. Alors voilà, bien sûr, nous sommes dans la période active de l'accord de Paris, c'est 10 ans, cette décennie va être essentielle et il faudrait multiplier par 5 les engagements pris en 2015 pour avoir des chances de respecter 1,5 degré, par 5 par 3 pour 3 degrés. Bien sûr, il va y avoir, ces accords sont revus à la hausse, légèrement, mais disons le cri d'alerte d'Antonio Guterres est bien là. Donc on a peut-être gagné 1,5 degré, c'est pas rien entre les engagements de 2015 et les engagements de la COP26. Ils se concrétisent et si après ils sont vraiment mis en œuvre. Et ensuite, il faut voir que c'est 2020-2030, mais
derrière, nous faisons dans nos projections, dans ces projections qui nous emmènent vers 3 degrés et demi ou un peu moins maintenant, font des hypothèses qui peuvent se révéler optimistes pour l'après 2030. C'est pas gagné par rapport aux hypothèses qui sont faites. Donc voilà où nous en sommes, et c'est vraiment donc d'un côté, bon, c'est vrai que le sentiment que la communauté scientifique, on a, disons, fait notre travail, mais le sentiment aussi que ça tombe dans un grand vide, et c'est un regret. Alors, évidemment, pour revenir à l'eau, j'en terminerai là. Bien sûr, il y aura beaucoup de choses sur l'eau aujourd'hui, je ne redirai pas, mais c'est vrai que la meilleure façon de disons, de limiter les effets du réchauffement climatique sur l'eau, de les rendre incontrôlables dans certains cas, eh bien, c'est de limiter le réchauffement climatique, disons, lui-même, c'est-à-dire de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, eh bien, il y a aussi cette absolue nécessité d'adaptation. Il faut être en mesure de conduire, disons, de front la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Alors, je vous invite à prendre place aux côtés de Virginie Schwartz.